Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 29 janvier. Un jeune Palestinien est tombé en martyr ce matin, dernier épisode d'une escalade sioniste ayant fait une dizaine de morts en quelques jours et dénoncé par la communauté internationale. La grave escalade sioniste contre le peuple palestinien et ses symboles sera à partir de ce dimanche à Alger au menu des travaux de la 17e conférence de l'Union des conseils des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Les Tunisiens retournent aux urnes ce dimanche pour le deuxième tour des élections législatives. 262 candidats se disputent les 131 sièges de députés restants. Et puis la Libye et l'Italie signent un accord gazier de 8 milliards de dollars à la faveur de la visite à Tripoli de la première ministre italienne Giorgia Meloni à la tête d'une importante délégation. Bonjour à tous. Un jeune Palestinien a été lâchement assassiné tôt ce matin à l'est de Qalaqilya. Le jeune martyr Karam Ali Selmen était âgé d'à peine 18 ans. Il a succombé à des blessures infligées par des tirs à balles réelles causés par un colon sioniste près de la colonie illégale de Kadoumim construite sur des terres palestiniennes. Et les dernières violations en Cisjordanie occupée contre les Palestiniens ont fait une dizaine de morts. La plupart ont été commises sur la ville de Jenin par des militaires sionistes, des raids dénoncés par la communauté internationale. Naïla Aït Hamouda y revient. Situation toujours alarmante en Palestine. Depuis l'accession de l'extrême droite sioniste au pouvoir, dirigée par Netanyahou, les violences et les crimes impunis s'enchaînent. L'ampleur de l'atrocité est telle que 10 Palestiniens ont trouvé la mort jeudi à Jenin, lâchement assassinés lors d'un raid de l'armée de l'occupation. La direction palestinienne, à sa tête Mahmoud Abbas, a affirmé que l'entité sioniste est responsable de cette escalade dangereuse. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies n'a pas tardé à réagir, appelant à tenir pour responsables les auteurs des violations en Cisjordanie occupée. L'organisation onusienne n'est pas la seule à dénoncer cette escalade. L'Algérie a condamné fermement ce massacre sanglant et appelle la communauté internationale à intervenir en urgence face à ces crimes odieux et répétitifs commis par l'entité sioniste. Ahmed Aboulghait, le secrétaire général de la Ligue arabe, a également condamné avec la plus grande fermeté l'escalade de violence, affirmant suivre avec beaucoup d'inquiétude l'évolution de la situation dans les territoires occupés. L'Égypte, la Turquie, l'Arabie saoudite, Oman et le Koweït ont eux aussi condamné l'opération. Les États-Unis, dont le secrétaire d'État Anthony Blinken est attendu la semaine prochaine pour une visite dans la région, ont fait part de leurs vives inquiétudes. Les vives réactions d'indignation et de condamnation suscitées après cette nouvelle vague de violence contre le peuple palestinien n'ont pas empêché le colon sioniste à intensifier ses attaques et ses exactions. Une escalade qui fait craindre le pire dans une région déjà suffisamment alarmante avec les derniers développements de la situation née de la profanation culte musulman, la mosquée Al-Aqsa. Et la grave escalade sioniste contre le peuple palestinien et ses symboles sacrés sera en tête des questions débattues à partir de ce dimanche à Alger lors des travaux de la 17e conférence de l'Union des conseils des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Des travaux qui débutent sur fond de défis et de menaces auxquels est confronté le monde musulman. Souad Ben Batouche. Prendre des décisions directes et mettre en place des mécanismes juridiques et diplomatiques pour assurer une protection internationale du peuple palestinien.
C'est ce à quoi ont appelé les parlementaires de 35 pays arabo-musulmans réunis depuis quelques jours déjà à Alger. Ils ont aussi réitéré la centralité de la cause palestinienne pour la nation musulmane et ont une nouvelle fois condamné la politique de colonisation sioniste, mais aussi la profanation continue d'Al-Aqsa. Les crimes de l'entité sioniste à l'encontre du peuple palestinien ne peuvent demeurer impunis. Ils devront être renvoyés devant la Cour pénale internationale. Des crimes au vu et au su du monde entier et dont les condamnations sont clairement sélectives en Occident. Le monde arabo-musulman est bien conscient des 2 poids 2 mesures appliquées à son encontre. Il est appelé à agir lors de cette 17e session de l'Union parlementaire de la coopération islamique, agir face au nouveau contexte géopolitique et économique engendré par les derniers bouleversements dans le monde, notamment le conflit en Ukraine. Ces bouleversements avec des conséquences d'une extrême gravité, notamment sur la sécurité, voire même sur l'existence de certains pays, et ce face à de nouveaux desseins géopolitiques liés à des plans hégémonistes et expansionnistes et que le monde musulman ne peut plus occulter ou ignorer. Dans l'actualité également de ce dimanche, l'Iran a affirmé dans la nuit d'hier avoir repoussé une attaque menée par des drones sur un site militaire situé à Ispahan centre, selon le ministère de la Défense qui a précisé que l'attaque n'a pas fait de victimes, mais uniquement des dégâts mineurs à la toiture d'un bâtiment. Coopération, la première session de la commission mixte de sécurité algéro-mauritanienne s'est tenue à Nouakchott avec à l'ordre du jour plusieurs questions à examiner. Cette session a permis d'aborder plusieurs dossiers dont l'intensification de la coordination sécuritaire entre les 2 pays en vue de faire face aux défis communs posés par la conjoncture régionale. La rencontre était également une occasion pour relever la nécessité de sécuriser et protéger les frontières. Les 2 parties ont par là même évoqué les moyens de sécuriser le projet de réalisation de la route reliant Tindouf à Zouérat et de la ligne maritime reliant les 2 pays, ouverte en février 2022. Dans l'actualité aussi, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Mali, El Gassim Wan, a salué les efforts de la médiation internationale menée par l'Algérie pour promouvoir le dialogue entre les parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Devant le Conseil de sécurité, Wan a souligné combien la stabilisation de ce pays était cruciale pour l'ensemble de la région. S'agissant de l'environnement politique, l'envoyé de l'ONU a noté que le Mali était à moins de 2 mois du référendum constitutionnel qui doit marquer le premier d'une série de scrutins qui devraient aboutir au rétablissement de l'ordre constitutionnel en mars 2024. À la direction le Burkina Faso, où plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier à Ouagadougou pour la souveraineté de leur pays, quelques jours après la confirmation du départ des troupes françaises du pays d'ici la fin du mois. Mohamed Wali Ben Chaban. C'est dans un contexte de tension politique tendue entre la France et le Burkina Faso que les Burkinabés ont battu le pavé dans les rues de la capitale Ouagadougou pour manifester toute leur solidarité avec le gouvernement de transition. Les manifestants étaient unanimes à dire que le Burkina Faso doit prendre son destin en main sans aucune ingérence étrangère. Qu'ils comprennent que l'heure a sonné. Nous avons 18 ans, nous sommes majeurs et vaccinés. Nous avons compris qui nous sommes, ce que nous avons et ce que nous pouvons faire. On a décidé de prendre notre destin en main et ce n'est ni la communauté internationale, ni qui que ce soit qui va nous arrêter. Dans une journée spéciale, les Burkinabés se sont mobilisés pour rejeter l'impérialisme et soutenir les autorités de transition. Les 3 présidents, le président malien, le président burkinabé, le général Ibrahim Traoré, maréchal Assimi et le général Mamadi Doumbia, ce sont ces 3 dignes fils aujourd'hui qui sont en train de faire la fierté de toute l'Afrique, pas seulement de l'Afrique, mais partout dans le monde entier où le peuple est opprimé. En plus de la journée de souveraineté, les protestataires ont célébré le départ de l'ambassadeur français. Je suis vraiment content parce que nous sommes marqués par 2 événements essentiels.
comment on appelle, le départ de l'ambassadeur Luc Alat, les sorciers sapeurs-pompiers, et le futur départ aussi de la force SAR basée à Camboïsé. Avec cette large mobilisation, les Burkinabés veulent prouver une nouvelle fois au gouvernement de transition qu'il a tout leur soutien et demandent aux autorités de ne pas céder aux pressions étrangères. Je vous le disais en titre, les Tunisiens retournent aux urnes ce dimanche pour le deuxième tour des élections législatives. 262 candidats se disputent les 131 sièges de députés restants. La proclamation des résultats, résultats préliminaires, aura lieu au plus tard le 1er février prochain. Naliman Zekar. Ils sont 8 millions de Tunisiens à prendre la direction des urnes dimanche pour le second tour des législatives, dans un contexte interne particulier, dernier tournant de la feuille de route annoncée en décembre 2021 par le président tunisien Kais Saïed. L'ancien parlement issu des législatives de 2019 a été pour rappel suspendu dans le cadre des mesures présidentielles exceptionnelles le 25 juillet 2021, avant d'être dissous en mars 2022. Les bureaux de vote ont donc ouvert leurs portes vers 8 h du matin dans 131 circonscriptions électorales sur tout le territoire tunisien pour élire les membres du nouveau Parlement qui aura du pain sur la planche. Selon l'instance supérieure indépendante pour les élections tunisiennes, le nombre des électeurs concernés par le vote, c'est-à-dire ceux inscrits dans les 131 circonscriptions électorales restantes, est de l'ordre de 7,8 millions, dont 2,5 millions inscrits automatiquement dans le registre électoral. Alors que le nombre des électeurs qui se sont présentés volontairement pour s'inscrire s'élève à 5,8 millions. Ainsi, la proclamation des résultats préliminaires du second tour est prévue pour le 1er février prochain. Les résultats définitifs sur la composition du Parlement, eux, seront communiqués d'ici le 4 mars 2023. Sur fond de crise financière et d'inflation, les divisions politiques sont de plus en plus palpables. Le président tunisien Kais Saïed enchaîne les consultations avec les membres de son gouvernement pour trouver des solutions à court terme. Et je vous en parlais également en titre, une délégation italienne conduite par la première ministre italienne, Giorgia Meloni, a signé hier dans la capitale libyenne Tripoli des accords portant sur le renforcement de la coopération dans divers domaines avec la Libye. La chef du gouvernement italien a entamé hier sa visite en Libye où elle a été accueillie par le chef du gouvernement d'unité nationale, Abdelhamid Dbeibah. Iman Merad. La chef du gouvernement italien Giorgia Meloni s'est rendue ce samedi à Tripoli. Elle a été reçue par son homologue libyen Abdelhamid Dbeibah, un second déplacement en l'espace d'une semaine sur la rive sud de la Méditerranée, et ce, pour évoquer les questions énergétiques, mais aussi des flux migratoires qui constituent une grande problématique. Un partenaire commercial de premier plan de la Libye, précisément dans le domaine des hydrocarbures, avec une importante présence du géant italien Eni dans le pays, doté des plus abondantes réserves de pétrole d'Afrique. À cet effet, un important accord a été signé entre l'Eni et la Compagnie nationale libyenne de pétrole pour le développement de 2 champs gaziers offshore au large de la Libye. En présence de Claudio Descalzi et Giorgia Meloni, le contrat le plus important dans le secteur des hydrocarbures depuis 25 ans. L'Eni compte investir 8 milliards de dollars sur ces sites, susceptibles de produire 850 millions de mètres cubes de gaz par jour, selon Farhad Ben Gdara, le patron de la Société nationale libyenne d'hydrocarbures. En marge du volet économique, la question migratoire est au cœur des entretiens entre les deux chefs de gouvernement, l'Italie étant directement concernée par l'arrivée massive des migrants clandestins partant des côtes libyennes. Le chaos qui a suivi la chute du régime Kadhafi en 2011 a fait de la Libye une voie privilégiée pour des dizaines de milliers de migrants, originaires d'Afrique subsaharienne, de pays arabes et d'Asie du Sud, cherchant à rejoindre l'Europe. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, la Méditerranée centrale est la route migratoire la plus dangereuse au monde. L'agence onusienne estime qu'en 2022, plus de 1000 migrants y ont trouvé la mort ou sont portés disparus. Enfin, la question des élections libyennes devrait également être évoquée. Le retour de la stabilité politique et sociale en Libye, une priorité pour Rome, non seulement pour augmenter ses investissements, mais aussi pour mieux gérer le flux migratoire.
Et à noter également que le Premier ministre libyen et son hôte italienne ont animé conjointement une conférence de presse où ils ont abordé le renforcement de la coopération dans les domaines de l'énergie, de l'économie, du contrôle des frontières et de la lutte contre l'immigration illégale, ainsi que de la coordination des positions politiques entre les deux pays. Nous voyons une position italienne claire qui donne la priorité à la sécurisation de la situation en Méditerranée et à l'apaisement des tensions. Au cours de cette visite, un accord gazier a été signé entre la Compagnie nationale de pétrole libyenne et notre grand partenaire, l'italien Eni. Cette visite démontre que la Libye est une priorité pour l'Italie, pour la stabilité de la Méditerranée, pour la sécurité italienne et pour les grands défis qu'affronte l'Europe, comme la crise énergétique. Et c'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.